Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Jules César, ce matin-là, s'est levé du mauvais pied. Il se sent courbattu, il a mal au rein et des élancements dans les membres. Son visage, qu'il inspecte dans le miroir de cuivre poli tendu par Numa, le jeune esclave attaché à sa personne, lui paraît plus encore que d'ordinaire strié par les rides de l'âge. Et ses mèches rebelles qui se hérissent sur ses tempes, ressemblant à des cornes ridicules et soulignant sa calvitie. Il est vrai que le glorieux César a 56 ans. Sa jeunesse est loin. Il soupire, rabat ses cheveux du plat de la main, laisse l'adolescent l'aider à passer sa toge. Sans doute devrait-il se faire aménager un lit moelleux, au lieu de s'obstiner à dormir sur une simple planche. Cela, c'est pour conforter son image de consul austère et dur, de général ayant pour devoir de partager l'inconfort de ses légionnaires. Quelle stupidité, César a vaincu la Gaule et l'Égypte. Il n'est plus en campagne, maintenant, il vit à Rome, dans la luxueuse villa édifiée sur les bords du Tibre, en dehors du centre-ville où s'entasse le peuple. Par la fenêtre, dans la lumière limpide du petit matin, il y voit ses jardins bien ordonnés, le grand bassin central, les colonnades de marbre entourant le patio. Tout respire le calme, le luxe, la beauté. Et bien qu'on ne soit qu'au Zid de mars, le 15e jour du mois, le temps est idéalement beau. Tout n'est-il pas pour le mieux? D'un geste nerveux, Jules César chasse le jeune Numa. Il ressent le besoin de rester seul pour réfléchir. L'heure est grave. Tout à l'heure, il doit se rendre au Sénat. Et il va devoir y affronter une assemblée où il compte certes beaucoup d'amis, mais aussi un certain nombre d'ennemis. Il sait d'avance de quoi on va l'accuser, vouloir mettre fin à la République, dissoudre le Sénat puis, avec l'aide de ses amis et l'appui de ses fidèles légions, se faire couronner empereur de Rome. Ces accusations ne sont pas sans fondement. Certes, en récompense de ses hauts faits d'armes, on l'a nommé consul à vie. Mais ça ne suffit pas au grand César qui, depuis quelques mois, intrigue pour réunir dans ses mains tous les pouvoirs, civils et militaires. Sur les frontières, il a encore les partis à combattre. À l'intérieur même de Rome, la ville éternelle, ainsi nommée depuis la victoire définitive sur Carthage, il a de nombreux adversaires, qui sont tout simplement des jaloux. Pour hisser Rome plus haut encore sur le chemin de la gloire, il doit en être le seul maître. Ainsi en a-t-il décidé. Qu'y a-t-il? J'ai demandé qu'on ne me dérange pas. César lève la main pour chasser l'intrus qui vient de pénétrer dans sa chambre. Il rabaisse le bras. Il ne s'agit que de son épouse, Calpurnia. Ce matin, comme tous les autres matins, elle s'est fait maquiller et coiffer comme si elle allait à la fête. Elle porte une robe de soie brodée serrée à la taille par une cordelette d'or. Elle est très belle. Seulement voilà, César n'est pas plus satisfait de sa vie intime que de sa vie publique. En soumettant l'Égypte, il a rencontré la reine de ce pays, Cléopâtre, femme d'une grande beauté et d'une exceptionnelle intelligence. Il en est tombé amoureux, a décidé de la maintenir sur son trône comme allié de Rome et, surtout, lui a fait un enfant, le petit Césarion. Alors Calpurnia ne compte plus beaucoup. Néanmoins, devant sa mine chagrine et presque apeurée, il se radoucit pour demander, « Eh bien, que veux-tu » Calpurnia baisse les yeux, se tord les mains avec fébrilité. Elle murmure, « Comptes-tu toujours te rendre au Sénat, César ?» Pourquoi cette question? Lance avec humeur le grand homme, qui hausse les épaules. « Bien sûr que je vais m'y rendre. » César a-t-il jamais reculé devant l'épreuve? J'hésitais à t'en parler, mais j'ai fait un rêve sinistre, cette nuit. J'ai vu notre maison s'écrouler dans les flammes, tandis que tu étais percé de coups et tombais dans mes bras. Cette fois, César a un mouvement d'une telle nervosité qu'il accroche avec un pan de sa toge un joli vase étrusque, qui tombe de son piédestal et se fracasse à grand bruit sur le dallage. Je te l'avoue, soupire-t-il, j'ai moi aussi fait un rêve étrange. Je me suis vu monter aux cieux, jusqu'au panthéon des dieux, où j'étais accueilli par Jupiter en personne. Certes, un tel honneur me plairait assez. Mais plus tard. Je ne suis pas pressé de prendre place parmi les dieux. Tu vois bien. Souviens-toi aussi de l'avertissement de l'Aruspice Purina, méfie-toi des Ides de Mars. C'est aujourd'hui, mon époux. Et sais-tu ce qu'on raconte en ville? Hier,
un roitelet aurait été brusquement attaqué et mis en pièces par d'autres oiseaux. Cela se serait passé dans la curie de Pompée, là où précisément doit avoir lieu la réunion du Sénat. Je t'en prie, fais venir les devins et ordonne un nouveau sacrifice. Tu dois connaître ce que te réservent les heures à venir. Très bien, grogne César, excédé. Mais qu'il se dépêche. Quelques instants plus tard, les prêtres appelés de toute urgence font la grimace, le foie du poulet sacrifié sur l'autel a vilain aspect, il est pas les filandreux, ce qui veut dire que les augures ne sont pas favorables. César prend sa mine la plus hautaine, ce ne sont pas les entrailles d'un poulet qui vont le retenir de parler au sénateur. Il fait appeler sa litière, s'étend sur les coussins pourpres, se laisse bercer par le pas de ses 4 robustes porteurs. Il ne s'est pas retourné, il ne voit donc pas Calpurnia en pleurs devant le portail du domaine. Pendant que César se fait porter vers le champ de Mars, où s'élève le bâtiment du Sénat, un groupe d'hommes s'est retrouvé dans la villa de l'un d'eux, non loin des berges du Tibre. Ce n'est pas la première fois qu'une telle réunion a lieu. Depuis plusieurs semaines, une conspiration se développe, qui compte des jeunes nobles et certains membres du Sénat. Son but? Rien moins que l'élimination du consul. Donner tout le pouvoir à César? Il n'en est pas question. Ce serait la fin de la République, cette République qui est l'âme de Rome. L'initiateur du complot, propriétaire de la villa près du Tibre et membre du Sénat, se nomme Cassius. Son beau-frère est un certain Decimus Brutus, jeune homme pâle et nerveux, fin lettré, que César a nommé gouverneur d'une partie de la Gaule conquise. Un autre lien attache ce jeune homme à César, c'est son fils, qu'il a eu d'une première et passagère union avec une jeune Romaine, bien avant son mariage, et bien avant Cléopâtre. Mais c'est un fils caché, renié, même si ce soi-disant secret est connu de tout Rome. Et cela, Brutus ne peut le pardonner à son père. Lors de la précédente réunion des conjurés, il a prononcé cette phrase: nos anciens nous ont appris qu'on ne doit pas supporter un tyran, même s'il s'agit de son propre père. Bien dit. A rugi Cassius. Alors tu le feras? Tu le tueras? Je le tuerai, a répondu Brutus, plus pâle et plus nerveux que jamais. Ce sera donc pour les Ides de Mars, a conclu Cassius. Et les Ides de Mars sont arrivés. Il ne reste plus aux conjurés qu'à mettre au point les ultimes détails de l'attentat contre César. À la 5e heure du jour, le consul Avis descend de sa litière devant le théâtre de Pompée, somptueux bâtiment du Champ de Mars, la plus vaste place de Rome. C'est ici que le Sénat a pour coutume de se réunir. Il fait toujours aussi beau, une foule insouciante arpente les pavés. Des femmes bavardes, des montreurs d'animaux présentent ours, singes, guépards, à qui on lance des fruits ou des morceaux de viande. César sourit. Ses inquiétudes se sont dissipées. Que pourrait-il lui arriver, lui qui a conquis les Gaules et l'Égypte, ce que personne avant lui n'avait réussi? Sa gloire dépasse celle de Scipion l'Africain. On a donné son nom au plus long mois de l'année, juillet, le mois de Julius, et il est toujours populaire. La preuve, on se retourne sur son passage, on l'acclame. Alors qu'il commence à monter les marches menant à la curie, un homme le bouscule pour lui glisser un billet dans la main. C'est Artémidore, un Grec qui au départ a fait partie du complot, mais est maintenant effrayé par le projet de ses amis. César, croyant à une supplique, glisse le parchemin dans sa manche gauche, sans chercher à le lire. Sur le parvis du temple, un vieillard se dresse, étend les bras en travers de son chemin. C'est la Ruspice Purina, qui prononce gravement: où vas-tu, César? Ne t'ai-je pas dit de te méfier des Ides de Mars? Eh bien, elles sont arrivées, et je suis toujours là. Elles sont arrivées, mais ne sont point passées, César. César n'écoute pas. Machinalement, il a sorti de sa bourse quelques pièces d'or qu'il fait sauter dans sa main, elles sont gravées de son profil. Encore une preuve de sa puissance, de son invincibilité. Alors qu'il franchit les colonnes du temple, son regard accroche une statue de bronze doré, plus grande que nature, c'est lui, mince, plus jeune évidemment, et avec tous ses cheveux. César est fait des matières les plus indestructibles, il est indestructible. Et voilà que Marc-Antoine le fidèle entre tous, comme lui-même aime se nommer, vient à sa rencontre électrin. Je t'accompagne, ô César. Tu auras besoin de moi pour contrer les sénateurs qui te sont hostiles. Les deux hommes font quelques pas ensemble, mais un jeune chevalier s'approche,
prend familièrement le bras de Marc-Antoine, lui souffle à l'oreille qu'il a quelque chose d'urgent dont il doit lui faire part. Cet importun est Domitius, l'un des 60 conjurés. Le jeune général s'écarte sans méfiance, le dernier rempart de César vient de tomber. Il ne lui reste plus qu'une porte à franchir avant de se retrouver dans la curie, devant les 300 sénateurs. Soudain, il se voit entouré par tout un groupe agité. Il connaît la plupart des jeunes gens qui le composent. Des républicains, qui ne lui sont pas favorables, mais dont il ne pense pas qu'ils présentent un danger. Laissez-moi passer. Jette-t-il avec hauteur. Avant que tu ne franchisses cette porte, nous devons te parler, César. C'est Titus qui vient de prononcer ces mots, convenus par les conjurés, et signale que le moment est venu de passer à l'action. Pour appuyer sa demande, Titus prend César par les épaules. Ce dernier se dégage, une surprise manifeste peinte sur ses traits sévères. Quoi, vous me feriez violence? Mais César n'a pas le temps de s'échapper du cercle qui s'est refermé sur lui. Déjà les poignards et les glaives sortent des plis des toges. C'est un nommé Casca qui, par derrière, donne le premier coup, lequel ne fait qu'érafler l'épaule du consul. Tu oses me frapper, scélérat? Hurle César. À son tour, le consul sort le stylet d'acier qui lui sert à écrire sur les tablettes de cire en usage au Sénat et emporte un coup violent au visage de Casca. Mais il est trop tard. Les armes se baissent, se relèvent, retombent, perçant de toutes parts la chair de César, qui crie, qui se débat, qui refuse de tomber. Alors, un jeune homme pâle s'infiltre dans la masse des conjurés, parvient au premier rang des assassins, frappe à son tour, juste sous la gorge de César. C'est Brutus. César a déjà reçu 20 blessures mortelles, mais, pour cet homme, qui a reconnu avec stupéfaction son assaillant, c'est le coup fatal. Il murmure, « Tu coq, fini ?» D'un seul coup, tout courage l'abandonne. Il n'a plus qu'à se couvrir le visage avec un pan de sa toge ensanglantée et laisser faire le destin. Les derniers coups trouvent facilement le chemin de son cœur. Celui qui aurait voulu être le premier empereur de Rome s'écroule enfin, percé de 23 blessures. L'ironie veut que son corps vienne s'affaler contre le socle de la statue de son vieux rival Pompée, qui semble sourire avec une ironie de pierre tandis qu'à ses pieds s'élargit une flaque de sang vermeil. César a vécu.